Je m'appelle Aken, et pour Halloween, le 31 octobre 2025, j'ai visité la dernière maison hantée de Paris. Derrière cette élégante grille noire, au cœur du 9e arrondissement de Paris, se dresse une maison pas tout à fait comme les autres. Cette demeure, néo-gothique au 1 avenue de Frochot, semble figée entre art et monde. Construite au tournant du 19e siècle, dans une voie privée qui a attiré beaucoup d'artistes, Django Reinhardt, Toulouse-Lautrec, Jean Renoir, elle a pourtant gardé un secret. Selon la légende, tout commence au début du XXe siècle. Une femme de chambre est sauvagement assassinée dans l'escalier à coups de tisonnier. Le meurtrier ne sera jamais retrouvé. Depuis lors, on dit que son esprit hante les lieux et que les propriétaires successifs ont tous connu des destins troublants. Le compositeur Victor Massé y meurt en 1884, paralysé. Un siècle plus tard, le critique littéraire Mathieu Gallet s'installe et paiera lui aussi le prix d'une maladie paralysante. Il décède de la même maladie dans la même pièce. Plus tard, on raconte que même la chanteuse Sylvie Vartan, séduite par la maison, la rachète avant d'y renoncer presque aussitôt. Aujourd'hui, vous allez franchir cette grille avec moi. Non pas pour traquer un fantôme, mais pour explorer et découvrir un lieu chargé d'histoire, de légendes et de silence au travers des mots de son propriétaire actuel, Monsieur Jean-Jacques Giraud. Bienvenue dans ce qui est peut-être la dernière maison hantée de Paris. Monsieur Giraud, merci beaucoup de m'accueillir au sein de votre hôtel particulier. Avec plaisir. C'est un grand honneur pour moi d'être ici en votre compagnie, de découvrir l'histoire de ce lieu qui fait assez parler, notamment sur Internet, concernant son histoire mystérieuse et paranormale bien sûr. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez d'abord vous présenter un petit peu, nous dire vous, qui vous êtes? Ça va être un peu compliqué. Alors, parce que je suis plusieurs choses. D'abord, je suis professeur. J'étais professeur de chimie à la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. J'enseignais donc dans cet établissement, mais j'étais en plus peintre et compositeur de musique. Et un jour, le doyen m'a dit « Comment pourrait-on exploiter vos dons à la faculté de médecine ?» J'ai dit « Écoutez, on va créer, c'était il y a une vingtaine d'années, un diplôme d'art-thérapie. C'est-à-dire qu'on va mettre sur pied toutes les techniques qui permettent de venir au secours des gens en souffrance par la création artistique. Et le principe, c'est que la création artistique permet à la personne qui est en souffrance, elle est en souffrance parce que les rêves n'arrivent plus à évacuer les difficultés. Tous les jours, nous avons des difficultés, et puis les rêves règlent ça la nuit. Quand il y a des souffrances trop importantes, comme maladie grave, divorce, perte d'emploi, deuil, les rêves n'arrivent plus à évacuer la souffrance. D'accord. Et le principe de l'art-thérapie, c'est que la création artistique met la personne en communication avec son inconscient, et à ce moment-là, on évacue la surcharge. Voilà. J'ai donc créé, il y a une vingtaine d'années, ce diplôme d'art-thérapie. Et j'ai formé plus de 450 art-thérapeutes. D'accord. Et actuellement, cette formation est reconnue par France Compétences. Donc elle est certifiée. Et par la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est une des plus importantes de France. En réalité, je suis peintre et compositeur de musique. En réalité, c'est plus que ça. Parce que je suis un créateur et ça peut s'exercer dans tous les domaines. Je ne maîtrise pas toutes les techniques, mais à ce moment-là, eh bien, je fais des dessins et je fais réaliser mes dessins.
Très bien. Et vous qui avez du coup créé ce diplôme d'art-thérapie, Oui. comment cette idée à vous, elle vous est venue initialement? Parce que, donc c'est la demande du doyen de la faculté de D'accord. médecine qui a déclenché le... Je savais que l'art-thérapie existait, mais ça commençait un peu à se répandre. Et j'en avais entendu parler. Et donc je me suis dit, ben voilà l'occasion rêvée de créer un grand diplôme d'art-thérapie. Vous n'avez pas eu ce projet initialement, c'est la demande du doyen, si je comprends bien, qui a fait naître, déclenché. Qui a fait naître la chose. D'accord, très bien. Et vous direz que vous, dans votre vie, du coup, toutes les activités que vous avez pu avoir, donc l'art-thérapie, la composition, aussi peindre, j'ai vu aussi sur votre site internet que vous aviez fait de la décoration, notamment Décoration, ici, création de bijoux également. Création de bijoux, cinéma, costumes, meubles. Je suis un créateur. Bon, comme je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas toutes les techniques, mais à ce moment-là, je dessine et je fais réaliser. Et depuis toujours, vous avez eu cette tendance créative dans votre vie? Oui, mais j'en ai pris conscience peu à peu. Je ne pensais pas que ma créativité pouvait s'exercer dans autant de domaines. Et c'est quoi la première activité créative que vous avez La peinture. initiée? La peinture. Oui. D'accord, et c'est quelque chose que vous faites encore aujourd'hui, je présume. Oui. Peinture, composition musicale, et puis décoration, écriture aussi, puisque j'ai eu un prix littéraire. Donc ça s'exerce dans beaucoup de domaines. Quand on avait échangé par téléphone, vous m'aviez dit également que vous aviez une autre casquette, si on peut dire ça comme ça. C'était une casquette de médium. Alors, c'est une histoire étrange. D'accord. Je ne savais pas que j'étais médium. Mais il s'est passé un événement, donc je peux vous le raconter. Bien sûr. Voilà. C'était il y a peut-être 40 ans, ou plus. Bon. J'avais été invité à dîner en Périgord par la fille de Sylvain Floirat. Sylvain Floirat, c'était les avions Breguet. D'accord. Et qui avait repris la propriété d'André Monroy en Périgord parce qu'il avait des difficultés financières. Simone Floirat, sa fille, avait organisé un dîner dans cette propriété où on était une vingtaine de personnes. Et donc j'arrive à ce dîner et une femme arrive et me dit « Monsieur, vous êtes un médium extraordinaire ». Alors que vous n'aviez aucune idée de... C'est pas écrit sur mon front. Je sais pas quoi. Ça c'est un des grands mystères, je ne sais pas. Nous allons faire tourner une table. J'ai dit, écoutez madame, j'ai jamais fait tourner une table de ma vie. Je pense qu'il faudrait mieux que vous demandiez à quelqu'un d'autre. Non monsieur, vous êtes un médium extraordinaire. On va faire tourner une table. Bon, moi j'aime bien toujours voir. Donc on se met 4 à une table. Et la table commence à sauter. Alors j'ai cru que c'était quelqu'un avec son pied qui s'amusait à faire sauter la table. Faisait une supercherie. Voilà. Bon. Et voulait parler avec la table, et c'était impossible. Cette table sautait. Voyant ça, au bout d'un moment, ils sont partis. Et je me suis retrouvé seul avec cette table. Et là, cette table est partie en courant et a traversé à toute vitesse le salon et la salle à manger. D'accord. Donc j'étais bien peu obligé de me rendre compte que ça venait de moi. Et vous avez plus tard eu d'autres expériences, pas forcément similaires, mais en lien avec cette capacité, si on peut dire ça comme ça, de médium? Oui, ça m'est arrivé où d'autres personnes m'ont dit « Vous êtes un médium, est-ce que vous pourriez m'aider à communiquer ?» Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Et vous l'avez fait Alors, pas à l'étape, parce que c'est très lourd, c'est très compliqué. Mais je pratique plus l'écriture automatique. D'accord. C'est-à-dire qu'on a la main avec un stylo sur une feuille de papier et la main écrit. Et vous faites plutôt par rapport à votre entourage, pas comme des médiums qu'on peut voir qui proposent contre un paiement des services pour pas entrer en contact, etc. Vous n'avez pas professionnalisé, si on peut dire ça comme ça, la chose? Non, oui. Je ne professionnalise pas ça. D'accord. Je sais que je peux faire ça, mais c'est pas mon activité principale. D'accord. Et vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres médiums par rapport à vous, vos expériences? Oui. Et qu'est-ce qu'il en était ressorti, les différences que vous avez pu constater, par exemple? C'est des médiums professionnels, donc moi, c'est pas du tout ma trajectoire. Je suis pas un médium professionnel, mais
ils sentent que j'ai des possibilités. D'accord. Peut-être qu'il y a encore d'autres possibilités que je n'ai pas découvertes. Pas encore. Et vous, quand on avait parlé, vous m'aviez dit que dans l'art-thérapie, il y avait, en lien avec l'inconscient, aussi un lien avec le paranormal. Est-ce que, en échangeant avec des médiums, ils ont pu justement vous faire un retour par rapport à l'art-thérapie que vous pratiquez, en disant effectivement c'est quelque chose à mettre en valeur, ou non, on ne connaît pas trop le sujet? Est-ce que vous avez eu des retours sur tout ça? Non, pas dans cette direction. Mais j'alerte les personnes que je forme qui peuvent être confrontées à des phénomènes paranormaux. Et je les enseigne sur quels sont ces phénomènes paranormaux et qu'est-ce qu'on peut en déduire. Par exemple, dans vos enseignements, quel type de déduction vous pouvez amener par rapport à ces phénomènes paranormaux? Alors, je vais vous parler de Victor Hugo. Victor Hugo était dans une très mauvaise passe. Sa fille, Léopoldine, venait de se noyer. Dans une promenade en barque, son mari a plongé, il n'a pas pu la retrouver. Donc il était évidemment avec un gros chagrin, Mais bien sûr. une grosse souffrance. Et en plus, il était en délicatesse avec Napoléon III, qu'il appelait Napoléon le Petit. Bon. Donc il avait été exilé et il était dans l'île de Jersey. Et il avait entendu parler des tables tournantes. Bon. Il ne connaissait pas l'écriture automatique, mais il avait entendu parler. Et donc il a voulu expérimenter. Pourquoi? Parce qu'il voulait parler avec sa fille. Est-ce qu'il a parlé avec sa fille? Ça, c'est une autre chanson. Toujours est-il que dans les nuits à Jersey, lui, sa femme, son fils, sa fille, son autre fille et son gendre, le mari de Léopoldine, ont passé des nuits à faire parler des tables. Sacrée nuit. Oui, il a donc voulu communiquer avec Léopoldine. Est-ce qu'il a obtenu ça? Je n'en sais strictement rien, mais vu ce qu'on va dire maintenant, j'ai des doutes. Vous pensez qu'il a communiqué avec quelqu'un d'autre? Nous allons voir. Donc, après ça, il a voulu communiquer avec d'autres poètes. Ok. Et il a voulu communiquer avec André Chénier, qui avait été guillotiné en 1793. Et André Chénier, il entre en communication avec André Chénier, enfin croit-il. Et André Chénier lui dit: j'ai pas pu terminer mon œuvre puisqu'on m'a coupé la tête, je voudrais continuer. Et donc la table se met à écrire. Alors c'est très long. C'est un coup pour A, deux coups pour B, trois coups pour C. Enfin, D'accord, oui. Ça prend toute la nuit. Effectivement, oui. Oui, c'est affreusement long. Mais la table sort des poèmes en vers. Bon. Fort de ça, il a voulu communiquer avec d'autres poètes, et notamment Shakespeare et Eschyle. Donc il rentre en communication avec Shakespeare, croit-il. Et la même chose, Shakespeare lui dit: j'ai des choses encore à dire, je voudrais parler. Et puis Eschyle, pareil, j'ai des choses à dire, je voudrais parler. Il y a quand même un petit souci, c'est que Eschyle a continué à parler en français et non pas en grec antique, Ok. et Shakespeare en français et pas en anglais. Problématique. Bon. Alors là, Victor Hugo n'a pas percuté. Déjà, il a eu la conscience de faire cette remarque-là. Oui, mais il aurait dû dire: c'est pas possible. Shakespeare peut pas continuer son œuvre en français et Eschyle peut pas continuer son œuvre en français. S'ils continuent leur œuvre, c'est en Dans leur anglais, langue, en anglais de la Renaissance ou en grec antique. Mais la table continue à sortir. Après, il a voulu communiquer avec Mahomet, Jésus-Christ, enfin bon, bref, il n'a pas compris. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est entré en communication avec lui-même. Il parlait avec lui-même, mais pas lui-même conscient, lui-même inconscient. D'accord, oui. Donc, et il est sorti de l'inconscient des œuvres d'art, puisque c'était des poèmes. C'est le principe de l'art-thérapie, c'est-à-dire que la création artistique met l'individu en communication avec son inconscient et évacue la surcharge de l'inconscient due aux difficultés rencontrées à ce moment-là. D'accord. Mais c'est très intéressant parce que
Donc, de ce que vous dites, l'inconscient pourrait se manifester d'un point de vue extérieur, pas dans notre esprit, et se manifester comme en tapant dans une table Alors, pour s'exprimer. il tape avec une table, mais ça peut se passer de façon beaucoup plus simple. C'est l'écriture automatique. C'est ce qu'ont expérimenté les surréalistes avec André Breton. Et là, vous prenez un stylo, une feuille de papier, et votre main écrit. Votre subconscient écrit. Et votre subconscient s'évacue. D'accord, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est thérapeutique puisque vous évacuez une souffrance qui obscurcit, qui surcharge votre inconscient. Voilà le principe de l'art-thérapie. Et je trouve que ça donne une nouvelle vision à ce qu'on peut voir parfois en enquête paranormale, où quelqu'un va dans un lieu et il se passe des choses. Avec ce que vous dites, plutôt que d'imaginer qu'il y a tout de suite une présence, vous pouvez se dire qu'en fait c'est notre inconscient qui cherche à se manifester. Alors, est-ce qu'il y a une présence, tout ça, scientifiquement, vous n'arriverez jamais à avoir la Bien sûr, preuve. mais ça rajoute une théorie sur la table Mais- par rapport à ce qui peut se passer. Mais une chose est certaine, c'est que, et moi le premier, c'est que des individus ont dans leur inconscient des forces supranormales qui dépassent les lois de la physique naturelle. Une table, ça ne peut pas courir tout seul. Et c'est ce que je dis à mes art-thérapeutes et qui le répercute aux patients, eh bien, c'est que vous pouvez être confronté à des phénomènes paranormaux. Voilà, ça peut vous arriver. Ouais. Ok, bah c'est super intéressant. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer à l'hôtel particulier. Bon, Un endroit qui est bien connu. Déjà, pour commencer, vous, comment vous en avez entendu parler la première fois? alors, j'ai un ami dont j'ai fait le portrait qui se trouve dans l'escalier, D'accord. Patrick Debeau de Laurière, qui cherchait un hôtel particulier à Paris pour donner des concerts pour une centaine de personnes. Et il m'avait demandé de rechercher. Alors j'ai commencé à chercher, j'avais trouvé la maison de Poulbeau, mais qui était un bloc en béton. J'ai dit là-dedans, je vois pas ce que... Enfin, c'est une maison où j'étais étranger. Et je continue à chercher et je tombe sur cette maison de numéro 1, avenue Frochot. Je trouve cette maison absolument extraordinaire, mais je dis on ne peut pas donner un concert de 100 personnes. Oui. Alors je donne des concerts régulièrement à cette maison, des signatures de livres, des conférences, mais ça se limite à 30-35 personnes Oui. qui sont dans le salon, Qui logent qu'on peut dans asseoir. cette pièce. Voilà. Bon, sur ces entrefaites, nous partons à Tanger, parce que là, nous faisions tous les ans des soirées costumées sur des thèmes d'opéra pour environ 200 personnes. Et coup de téléphone de l'agence qui s'occupait de la vente de cette maison. Et monsieur, est-ce que vous achetez cette maison? Sinon, c'est Jack Nicholson qui l'achète. Jack Nicholson, l'acteur du coup américain, oui. Et il a dit j'achète. Et ensuite, il m'a légué cette maison. Voilà pourquoi je suis dans cette maison. D'accord. D'accord, et que vous entretenez, et que vous faites vivre encore pendant mais, quelques temps. Oui, il y a régulièrement des événements qui se passent dans cette maison. Et vous, qui avez donc cette capacité de médium, en entrant ici, ou en apportant les différentes pièces, est-ce que vous avez l'impression parfois de ressentir quelque chose, comme s'il y avait encore un peu de vie ici? Non, je ne veux pas dire que j'ai ressenti quelque chose, alors que ça m'arrive dans d'autres endroits, mais par contre, 2 ou 3 reprises, la maison m'a protégé D'accord. contre des personnes qui auraient pu être nuisibles pour moi. D'accord, des personnes que vous avez rencontrées, et la maison vous a fait en quelque sorte passer le message qu'il fallait peut-être vous en éloigner. Oui, oui, oui. Il y a Et eu c'est- des événements qui ont fait que, heureusement, ça ne s'est pas matérialisé. Et donc, en quelque sorte, la maison m'a protégé. D'accord. Est-ce que vous pouvez dire par exemple le type d'événement, ou c'est peut-être trop privé pour les aborder? C'est assez privé, Bien mais c'était... donc, moi, j'ai fait un film, court-métrage, qui a eu la médaille d'or au festival de Karlsruhe. Et j'ai un deuxième scénario, et que j'essaie de faire réaliser. Et donc, il y avait quelqu'un qui était venu, mais enfin,
quelqu'un de connu dans la réalisation, je ne vous dirai pas le nom parce que c'est privé, mais très connu dans la réalisation de films. Et en sortant, il s'est pris le pied dans la porte de l'avenue et il s'est cassé le pied. Quand vous dites la porte de l'avenue, c'est la grande porte pour entrer? La porte où on sort pour aller dans la rue. D'accord, avec le code. Ok. Voilà. Et donc ça a retardé, et puis après il est décédé, et puis on m'a dit mais heureusement que ça s'est pas fait parce qu'il vous aurait fait engloutir des sommes fabuleuses. Voilà un exemple. D'accord, ok, oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire par mauvaise rencontre. Maintenant, alors peut-être que pour ceux qui regardent la vidéo, ce sera encore un peu flou, mais est-ce que vous pouvez raconter alors l'histoire de cet hôtel particulier? Alors, le 1er août 1837, Charles Picot commence à lotir ce quartier. Et il y avait une femme, mademoiselle Rosalie Jeanne Is, qui fait construire cette maison. Donc cette maison a été construite en 1839, et une femme à l'époque qui n'était pas mariée et qui avait beaucoup d'argent, c'était plus que suspect. On appelait ça des demi-mondaines. Bon. Donc elle fait édifier cette maison, et puis après, cette maison va être vendue. Elle va finir par se marier avec le père de son enfant, et elle va régulariser sa situation. Après, il y a Victor Massé. Donc nous avons la rue Victor Massé au bout, qui était compositeur de musique, qui achète cette maison. Et puis, il va la recéder. Il va quitter cette maison, et puis il va revenir comme locataire. Il va la céder, il va revenir comme locataire. Mais entre-temps, il y a eu Ponson du Terrail, le célèbre auteur de Rocambole et de La Baronne trépassée, qui a habité cette maison. D'accord. Vous voyez, il y a eu des personnes... Il y a eu des personnalités, oui. Et puis Victor Massé va redevenir locataire, il va atteindre la maladie de Charcot, qui est une maladie affreuse où on se paralyse peu à peu, et il va s'éteindre dans cette maison en 1884. Alors après, il y a plusieurs successeurs, mais en 1901, il y a un certain monsieur Léon Lang qui achète cette maison. Alors, on dit qu'il était directeur des Folies Bergères, mais c'est un peu discutable. Bon, bref, il était marié, et puis il va décéder, sa femme va rester seule avec une servante. Et elle va vouloir laisser cette maison à sa servante. D'accord. Alors elle va organiser une vente fictive, parce qu'évidemment que la servante n'avait pas les moyens d'acheter cet hôtel particulier, bien sûr. Et en 1975, elle décède, et là, la servante, Marguerite Lacroix, devient propriétaire de cette maison. Un an après, il y a quelqu'un qui passe dans l'avenue et qui voit la porte ouverte. Alors, si c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il rentre et il trouve la servante égorgée dans l'escalier. Alors, il n'y avait pas eu d'effraction, il n'y a rien eu de volé, on n'a jamais trouvé, donc c'était un familier, puisque... Oui. Et la victime était la servante et pas le vol ou quoi que ce soit d'autre? Voilà, la victime c'était la servante, et la maison va être fermée pendant assez longtemps, puisque la police n'a jamais trouvé qui était l'auteur du crime. Aucune théorie sur qui aurait pu être cet auteur du crime? Un amant jaloux? Un familier. À part quelqu'un qu'elle connaît, on n'a vraiment aucune piste. On ne sait pas. D'accord. Bon. La maison est restée inoccupée pendant assez longtemps à cause des enquêtes de police. Et puis après, en 1976, Sylvie Vartan achète cette maison. Alors on a dit que c'était le cadeau de rupture de Johnny. Il faut toujours prendre avec beaucoup de pincettes tout ce qu'on raconte sur cette maison. Pour romantiser encore plus l'histoire. Toujours est-il qu'elle va la revendre tout de suite, immédiatement après. Alors tout le monde vous racontera, enfin c'est ce qu'on voit sur Internet, qu'elle est rentrée, elle a vu le fantôme et elle est partie en courant. Oui, c'est effectivement ce que j'ai vu. Bon, ça c'est... Bon, il faudrait demander à Sylvie Vartan. Elle va vendre cette maison à Mathieu Gallet, critique littéraire, qui écrivait sur tous les gens de Paris et qui va écrire un journal où il parle de cette maison. Et il dit, en 1978, où il acquiert la maison, « Je m'endette pour acquérir mon tombeau gothique ». Il reste un certain temps dans la maison et il va, comme Victor Massé, mourir de la maladie de Charcot. D'accord. Alors ça contribue
à la légende de la maison. La légende de la maison. D'ailleurs, j'ai pu lire, vous me direz si c'est vrai ou pas, qu'ils sont tous les deux décédés de la même maladie, mais aussi dans la même pièce. Probablement. D'accord. Probablement. Mathieu Gallet laisse la maison en viager à Daniel Ancry, qui est pharmacien, qui est son dernier compagnon. Et donc, Patrick de Groux-de-Laurière me demande de trouver un hôtel particulier donc pour donner des concerts de 100 personnes. Oui. Et je tombe sur cette maison, je dis c'est une maison exceptionnelle, mais on ne peut pas donner un concert de 100 personnes. Là-dedans, ici. Voilà. Et donc nous partons à Tanger, et c'est là où l'agence téléphone en disant si vous achetez pas, c'est Jack Nicholson qui achète la maison. Donc il a dit j'achète, et après il m'a légué cette maison. C'est pour ça que je suis dans cette maison. Et quand vous êtes renseigné sur les différents biens à vous procurer pour votre ami, vous avez appris l'histoire, on va dire, paranormale, la légende autour de la maison, ou vous l'avez appris après? Alors je ne le savais pas quand j'ai visité la maison la première fois. Je m'en suis rendu compte après. D'accord. Mais j'ai dit c'est une maison habitée à l'extraordinaire. Enfin, il y a un décor fabuleux. Oui. La preuve, c'est classé monument historique. Effectivement, oui. Puisque c'est probablement la première maison néogothique de Paris. D'accord. 1839. Alors après, il y a eu la deuxième vague néogothique sous Napoléon III, avec, comment il s'appelait, celui qui s'est occupé de la restauration de Notre-Dame, enfin bon... un trou de mémoire. Un trou de mémoire, mais grand architecte de Napoléon III, alors là, qui a construit... s'occuper du château de Pierrefonds, et c'est là où on a construit des demeures néogothiques dans Paris. Bon, on a vu avec l'histoire que vous avez partagée qu'il s'est passé beaucoup de choses, des événements marquants dans ces lieux. Est-ce que vous avez vous-même, ou alors déjà eu des personnes qui viennent ici, qui vous ont fait part de sensations, je ne vais pas dire paranormales, mais l'impression de ressentir un peu la vie qu'il y a eu avant, les drames aussi, par exemple. Il y a eu... alors c'est rare, hein, oui. Mais il y a quelqu'un qui est... non, je tairai le nom, mais qui est d'une famille très connue. Mm-hmm. On a déjeuné au premier étage, et en rentrant dans le salon, il a dit « je ne peux pas rentrer ». Il vous a donné la raison de... Non, il a dit « je ne peux pas rentrer ». D'accord. Et puis il y a eu un autre, enfin bon, c'est un témoignage, hein, qui était devant la porte de la maison. Il a senti qu'on lui tapait sur l'épaule, il s'est retourné, il n'y avait personne. D'accord. C'est les seules expériences que je connaisse. Mis à part ça, tous les gens qui viennent ici se sentent comme si dans une maison normale, comme si on ne connaissait pas du tout toute l'histoire qu'il y avait. Il y a eu énormément de télévision, de sociétés à la recherche du paranormal qui sont venues pour essayer de voir s'il y avait un fantôme. Faire de la chasse aux fantômes, comme on peut le dire couramment. Oui, c'est-à-dire qu'à la nuit, avec une caméra infrarouge, puisqu'il paraît que là où il y a le fantôme, il y a une chute de température. Oui. Et donc, on m'a dit, vous avez 3 personnes qui habitent cette maison. 2 hommes et une femme. Ce qui pourrait correspondre par rapport à l'histoire, si on fait un lien, ça serait, à la servante. Et la servante, et puis Victor Massé et Mathieu Gallet. Voilà. Tout à fait. Et vous avez plutôt tendance à croire ce genre de dire, ou vous vous dites, c'est une information. C'est une information. Elle est là, mais je ne me prononce pas dessus. C'est une information. D'accord, mais vous ne vivez pas maintenant avec le fait de se dire il y a 3 entités, 2 hommes, une femme. Je ne sais pas. Oui, d'accord. Je ne sais pas. Parce que vous-même, en fait, vous n'avez pas vraiment eu finalement d'expérience comme ça. D'accord, et vous êtes pas du style à remettre en cause forcément les témoignages que vous avez, vous les prenez comme information. J'écoute, il y a donc sans jugement. Il y a énormément de personnes qui ont défilé dans cette maison. Mm-hmm. Je vous cite 2 cas, c'est insignifiant par rapport au nombre de personnes qui ont défilé. Je vois. Et dans cette maison, alors je pense d'un côté ça va pourquoi notamment par le style, hein, mais pour vous, qu'est-ce qui a pu faire qu'elle fascine autant par rapport au paranormal, qu'elle suscite autant de légendes? C'est un soufflet qui a monté. D'accord. Parce que de plus en plus, on a dit c'est une maison hantée. Oui. Et puis c'est devenu la maison hantée de Paris. Oui, la dernière maison hantée de Paris, de ce qu'on peut dire parfois d'ailleurs. Voilà. Oui. Et puis après, hantée aussi a aussi cette connotation un peu négative.
On pense tout de suite, maintenant avec les films d'horreur qui se popularisent de plus en plus, quand on parle de maisons hantées, on parle d'entités qui veulent attaquer, faire du mal, alors qu'il y a aussi des cas où c'est simplement une présence qui est là. Vous dites qu'elle vous a été plutôt, enfin, qu'elle vous a plutôt été bénéfique. C'est une présence. Mais il est possible que ceux qui sont dans cette maison apprécient certaines personnes et pas d'autres. Moi, j'ai jamais rien vu de négatif dans cette maison, au contraire. D'accord. Et pour conclure, si vous deviez donner un terme, un adjectif pour qualifier cet endroit, ce serait lequel? Alors, sur Internet, on a eu la maison maudite. Ouais. Non, c'est la maison habitée, je dirais. Habité? D'accord. Une connotation qui pourrait ressembler à maison hantée, mais qui reste plus neutre. Qui est pas forcément mauvaise. Voilà, c'est ça. Tout un chacun peut avoir sa propre définition du lieu. Voulez-vous la voir? Alors, donc, vous avez la façade de la maison qui est néo-gothique. Je suis un créateur, mais je ne maîtrise pas toutes les techniques. Je ne suis pas sculpteur. Et je voulais une statue pour ma maison en Périgord, où il y a une piscine. Et donc, j'avais prospecté en France, c'était extrêmement compliqué. J'avais cherché des statues antiques du XVIIe ou XVIIIe siècle, je ne trouvais pas ce que je voulais. Et puis, on m'a mis en rapport avec des Chinois qui faisaient des copies d'antiques. D'accord. Copie de statues grecques ou romaines, mais du beau travail. Alors, je me suis dit, j'aimerais bien qu'ils me réalisent ma statue. Donc j'ai pris contact avec eux, j'ai dit, est-ce que si je fais une peinture, vous pourrez réaliser une statue à partir de mes peintures? Ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça, mais on avait essayé. D'accord. Donc j'ai dit, je prends un risque terrible, ils vont me rater le visage, les mains, enfin bon, je fais la peinture. Et donc je passe la commande à la Toussaint, et ils m'ont dit, avant Noël, vous aurez la statue en argile pour les corrections. Je reçois la statue en argile, alors, j'ai dit, c'est quand même pas mal. Il y avait des corrections, j'ai affiné les chevilles et les poignets. Il y avait des corrections dans le dos, et puis j'ai passé commande. D'accord. Et à la fin du mois de janvier, je reçois la photo de ma statue sculptée dans marbre blanc. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris. Il avait parfaitement réalisé ce que j'avais dessiné. D'accord. Alors je dis, c'est d'accord. Et on la met au bateau. Elle va arriver au mois d'avril au Havre pour être dédouanée. Et vous aurez votre statue dans votre maison en Périgord au mois de mai. Et la statue est arrivée au mois de mai. Alors, il y avait donc la statue en argile pour les corrections. Et j'ai dit, puisque là, il y a la statue en argile, on peut couler un bronze. Et donc, c'est le bronze de la statue. Alors, il n'est pas doré, il est verni. C'est le bronze tel qu'il sort du moule. Si on ne vernit pas, il va devenir marron ou vert. Si on vernit, il reste comme ça. D'accord. Donc ici, vous avez dans l'escalier mes peintures, certaines de mes peintures. Et ici, vous avez le portrait de Patrick de Broude-Laurière dont je vous ai parlé. Donc, il avait fait l'acquisition de cette maison. Et c'est le portrait que j'ai peint. Alors ici, nous sommes dans la salle à manger. Donc, c'est une pièce qui n'avait jamais été terminée. C'était simplement un badigeon blanc. Non, on n'est pas dans la partie classée monument historique, puisque c'est pas néo-gothique. Donc, c'est le décor classique sous Louis-Philippe. Et c'était tout blanc et à badigeon. Et j'ai fait la décoration, c'est moi qui ai fait les peintures, les dorures. Donc c'est moi qui ai fait la décoration aussi, c'est avec des soies de Chine.
La maison Frochot fait partie de ces lieux où on ne sait pas s'ils sont vraiment hantés ou simplement habités par leur histoire. Certains parlent d'ombre, d'échos du passé, d'émotions, mais au fond, qu'importe ce qu'on croit voir ou entendre, ce qui compte, c'est ce que l'endroit nous fait ressentir. Derrière chaque mur, chaque maison, il y a des souvenirs, des vies, des silences, et peut-être parfois quelque chose d'indéfinissable qui continue simplement d'exister. La vérité peut être inconnue, elle restera ici, derrière cette porte, au cœur de l'avenue Frochot.